va parler art, sport et culture avec nos invités. Art, sport et culture, quelle démarche RSE pour des événements durables? Voici Giulia Franchino, Pierre Dael et Laurie Hourier. Voilà, installez-vous tranquillement. Bonjour à tous les trois. Prenez place, on va faire les présentations. Au centre du... normalement, il y a un micro chacun au centre du plateau pour parler d'art. Voici Giulia Franchino. Vous êtes responsable de la communication et des événements à l'Institut pour la photographie, un institut fondé conjointement par la région de France et les rencontres de la photographie d'Arles. Vous le savez, les rencontres de la photographie d'Arles sont chaque été depuis 1970 le premier festival de photographie de renommée internationale. Vous êtes basé rue de Thionville dans le Vieux-Lille. Vous avez 4 missions: conserver la photo, diffuser la photo, notion de transmission auprès des écoles, la justice et la santé. Vous octroyez des bourses de soutien et de recherche et vous proposez de bâtir, en tout cas de regrouper des livres au sein de la plus grande bibliothèque au monde autour de la photo. Bonjour Giulia. Donc vous êtes brune sur la photo mais bien blonde aujourd'hui pour le premier jour en blonde. Combien de livres sur la photo vous allez regrouper? À l'Institut pour la photographie, nous allons effectivement à terme accueillir une bibliothèque de 35 000 ouvrages. Donc oui, on va devenir une des plus grandes bibliothèques au monde de photos. C'est bien vrai. Et resituez-nous, si vous voulez bien, on a quelques photos de votre institut. Donc il y a un bâtiment que vous occupez actuellement, mais qui va être détruit pour une réouverture ensuite à 2025. En 40 secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre structure? Nous occupons le bâtiment que vous voyez là, qui se trouve rue de Thionville, qui est un bâtiment assez immense, qui va en fait subir un grand chantier architectural pour une réouverture du coup en 2025, avec des salles d'exposition, cette grande bibliothèque, un bâtiment destiné à conserver des fonds d'archives de photographie et une librairie, un café, etc. Voilà pour l'Institut de la photographie. On va parler culture avec vous, Laurie Hourier. Vous êtes chargée RSE à l'Opéra de Lille. Alors, pour l'Opéra de Lille, l'existence d'un établissement public dédié à l'art lyrique est conditionnée à sa capacité de répondre aux besoins de la société et de se réinventer continuellement. L'Opéra de Lille a pour objet de s'ouvrir à tous les répertoires, aller à la rencontre des publics, rayonner dans la région, valoriser un patrimoine et encourager la création. L'Opéra de Lille s'est engagé depuis 2015 dans une démarche volontaire et ambitieuse de prise en compte des différentes dimensions du développement durable. On va voir tout ça avec vous. L'Opéra fêtera la saison prochaine ses 100 ans de construction et les 20 ans de sa réouverture. Au programme dans les prochaines semaines, Laurie, à l'Opéra? Et effectivement, on est en pleine répétition pour le prochain opéra qui s'appelle Falstaff de Verdi et qui aura lieu du 4 au 24 mai dans les lieux de l'Opéra de Lille, mais aussi en opéra live le 16 mai. Ce sera un opéra rediffusé en direct dans 25 lieux des Hauts-de-France. Voilà pour l'Opéra de Lille dont on a évidemment deux ou trois illustrations. Est-ce qu'on le voit, l'Opéra de Lille, sur notre écran? Pas d'image de l'Opéra de Lille, c'est pas bien grave. On sait que c'est pas loin d'ici, en plein centre de Lille. Et puis sur le sport, Pierre Dael est avec nous. Vous êtes chef de projet RSE. Tiens donc, un club foot pro qui se penche sur les questions RSE. Ça peut paraître paradoxal, mais vous allez nous expliquer que non. Vous représentez donc le LOSC, le club professionnel de foot que vous connaissez bien, créé en 1944, champion de France en 2021, également vainqueur du trophée des champions. Le LOSC est actuellement 5e au championnat de France. Vous avez la possibilité de glaner une place européenne la saison prochaine. Vous revendiquez d'être un acteur du territoire puisque vous exploitez sur les matchs à domicile le stade Décathlon Pierre-Mauroy situé à Villeneuve-d'Ascq, et puis le centre d'entraînement du LOSC est situé à Campin-en-Pévèle, au domaine de Luchin. Vous avez une communauté de 4 millions de fans avec une segmentation particulière. Voilà, première question, pour situer ces fans, c'est quoi la segmentation?
c'est très compliqué, très diversifié. On a une communauté qui est plurielle, notamment liée à notre récent titre de champion de France. Donc on peut retrouver des supporters en Chine, principalement des supporters sur notre territoire, le Nord-Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France et la métropole lilloise. Voilà pour vos fans, on va entamer sur la RSE un premier chapitre autour de la réduction de l'impact environnemental. Vous allez être très concrète et concret pour nous donner des exemples précis, réduction de l'impact environnemental et réduction de l'empreinte carbone. On va commencer avec vous, Laurie. D'abord, un point à préciser, les questions écologiques dans le spectacle vivant, c'est un phénomène plus récent que dans les autres secteurs, c'est bien ça ? C'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais dont le secteur se saisit très fort et très vite récemment, même si c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a toujours questionné. Mais effectivement, dans le spectacle vivant, il y a un enjeu fort sur la réduction de l'impact environnemental et ça touche un peu tout. Ça touche les activités de fonctionnement qui sont principalement les achats, ou ça peut être aussi l'organisation de l'entreprise, mais ça touche aussi l'activité de production. Donc on produit des spectacles et donc une production comme un produit ou un service, ça a une durée de vie, donc du début jusqu'à la fin. Et nous, ce sont des questions qui ont été saisies par les employés à la base. C'est ça qu'il faut préciser. Ce sont les salariés à l'Opéra. La démarche RSE vient des salariés. Tout le monde est engagé à l'Opéra de Lille. Et vous allez nous présenter première actrice de la RSE au sein de l'Opéra. Elle s'appelle Mélanie. Mélanie, en fait, il faut savoir que vraiment la démarche RSE est venue des collaborateurs. C'était vraiment une envie forte dans absolument tous les métiers, comme l'a dit Xavier tout à l'heure. Voilà, une démarche RSE transpire des collaborateurs et surtout des activités. Et donc, par exemple, si on prenait l'exemple de la production, dans la production, il y a plein de métiers différents, et notamment Mélanie, qui est chef accessoiriste, et qui s'est saisie aussi des sujets, qui est aussi référente de développement durable au sein de l'Opéra de Lille, et qui, par exemple, dans son métier, fait attention à acheter de la seconde main, par exemple, pour les accessoires, les costumes. On réutilise tout aussi ce qu'on a dans notre entrepôt, parce qu'on a la chance d'avoir un lieu de stockage. Et aussi, en fin de vie, quand on se rend compte qu'on ne peut plus réutiliser un décor, un accessoire ou un costume, on fait en sorte de les donner à des associations locales ou des compagnies locales qui en auraient besoin autour du milieu artistique. Donc voilà, c'est tous ces collaborateurs qui font que la démarche existe et vit. Et au-delà de Mélanie, comme je disais, il y a aussi sur l'aspect de la réduction de l'impact environnemental, ça peut être aussi notre responsable de bâtiment, Fabien, qui s'occupe de la gestion globale du bâtiment sur tous les enjeux que tout le monde connaît de nos jours, puisque vous voyez, on a un très grand bâtiment, il faut le gérer, il faut prendre soin aussi des collaborateurs qui sont dedans, des équipes artistiques. Et on a aussi d'autres personnes comme Kevin, qui est responsable des achats et des marchés publics. C'est vraiment quelque chose de très transverse et très global. Et effectivement, avec Fabien, le responsable bâtiment, hygiène et sécurité, avec un exemple sur ce qu'on appelle un bon mot, un bel anglicisme, le relamping, c'est ça, notamment son travail de réduire la consommation énergétique avec réduction de 30%. C'est ça, vous avez quelques chiffres en tête? Depuis 2015, on a réduit 30% de notre consommation d'électricité et 40% de notre consommation de chauffage, justement grâce à cette connaissance du bâtiment et de l'activité, des choses qui circulent, de savoir où sont les coins les plus énergivores, les coins où il y a le plus de déperdition. Et c'est grâce à cette notion d'équilibre qui est assez transverse dans la RSE globalement qu'on a réussi à faire ces efforts sur notre activité, notre fonctionnement. Vous, Julia, à l'Institut de la photographie, vous avez la même philosophie que Laurie sur le réemploi. Racontez-nous ça à l'appui de quelques images d'illustration. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, effectivement. À l'Institut, actuellement, on vous propose 8 expositions en fait, de photographie. Et nous avons réouvert, en fait, on continue à ouvrir et refermer le bâtiment en attendant que le chantier il ait lieu. Et actuellement, en fait, la programmation d'exposition que vous voyez là a été entièrement conçue, je suis fière de le dire, vraiment à 100%, un réemploi. Ce qui veut dire, en fait, que les cimaises, qui sont les murs sur lesquels on accroche les photographies, ont été, par exemple, démontés par rapport aux programmations précédentes pour faire les meubles que vous voyez dans l'image actuellement. Tout le mobilier a été racheté en seconde main. Même certains sols, en fait, ont été faits à partir d'images, de photographies imprimées qui avaient servi comme papier peint lors de précédentes expositions.
Or, voilà, là on voit les transats par exemple. On s'est servi pour faire les transats d'Oriflamme. Vous savez, les drapeaux que vous voyez dans les rues de Lille pour faire de la com. En fait, on s'est servi des anciens Oriflamme pour réaliser les transats actuellement. Bon, du coup, on voit moins les photographies parce que c'était très très grand et maintenant c'est devenu tout petit. Mais la philosophie, oui, est un peu la même qu'à l'opéra, c'est d'essayer d'avoir un équilibre, en tout cas de réaliser des événements, comme on disait avant, mais tout en imaginant dès le départ, en fait, quelles sont les conséquences que ces événements vont engendrer. Nous allons continuer à faire des expositions de photographie. Or, si on y pense dès le départ, comment on peut les réaliser tout en étant attentif à ce qu'on ne fasse pas venir les photos de trop loin, à ce que tout ce qu'on est obligé de déployer pour réaliser ces événements, en fait, puisse se faire tout en récupérant, en étant écologique, en étant durable, à moindre coût aussi. Puis un mot sur la conservation des photos. On a dit que c'était l'une de vos missions. Vous êtes posé à l'heure du réchauffement climatique, vous êtes posé la question du sens de conserver les photos. Vous avez regardé ce qui se faisait de mieux en Europe. Une photo, ça se conserve entre 2 et 6 degrés. Ça consomme ça, mais vous avez d'autres idées. Hein. Nous accueillons actuellement à l'Institut 3 fonds. C'est des fonds d'archives en fait, de photographes. C'est une question générale, un peu transversale à la photographie de manière générale. Hein. Actuellement, il y a des photographes qui ont travaillé beaucoup en argentique notamment et qui arrivent un peu à la fin de leur vie. On peut dire qu'on est un peu arrivé à la fin de la photo argentique, même si ça revient. Mais évidemment, avec l'arrivée du numérique, la question se pose davantage. Comment conserver la photographie? Quel type de photographie conserver? Alors nous accueillons actuellement 3 fonds, mais l'Institut, qui sont les fonds de Bettina Reims, Jean-Louis Schellkopf et Agnès Varda, à terme, l'Institut va accueillir entre 10 et 20 fonds de grands photographes français dans un bâtiment qui va être conçu à cette fin. Or, dans les réflexions autour de ce bâtiment à venir, c'est bien ce que vous disiez, on a fait le choix de ne pas forcément respecter les normes, on va dire, idéales pour la conservation de la photographie, mais d'être légèrement en dessous. Donc, de pouvoir garantir une conservation bonne, peut-être pas optimale, mais en tout cas, qui vise à la sauvegarde de la planète. En dessous des normes, mais avec des températures plus élevées. Des températures plus élevées parce qu'effectivement, il faudrait des températures très très basses pour conserver idéalement la photographie. Mais comme on se dit bien qu'il est plus intéressant de conserver la photographie, mais en même temps, si on la conserve pour plus de 100 ans et qu'on ne sait pas où on sera d'ici 100 ans, autant qu'on la conserve. Donc on ne sera pas entre 2 et 6 degrés, mais entre 8. Un peu au-dessus. Ouais. Un peu plus élevé, une température un peu plus élevée. Tiens donc, mesdames, messieurs, un club de foot qui se penche sur les questions de RSE. Ça peut paraître bizarre, et pourtant le LOSC est non seulement signataire de la charte des 15 engagements du ministère des Sports, mais également travaille avec un fonds de dotation. Est-ce que vous pouvez nous brosser le portrait du LOSC/RSE, cher Pierre? Alors, juste pour rebondir, c'est vrai que le football ne jouait pas forcément d'une image très positive sur ces volets-là. Mais en fait, notre activité est de fait responsable en termes d'impact et en termes d'image, et donc on doit veiller à ça. Ça fait plus de 20 ans que le LOSC est engagé, pas forcément sur le volet environnemental, mais sur le volet responsabilité sociétale au sens large, social, sociétal. On a une activité qui est extrêmement coûteuse en termes d'émissions carbone, notamment, parce que de fait, on est obligé, par exemple, de se rendre à l'extérieur pour aller réaliser nos matchs chez l'adversaire, dans d'autres villes. On a entre 25 et 50 000 supporters qui se déplacent toutes les 2 semaines sur notre stade pour assister à notre entraînement. Donc ça, ce sont des émissions carbone qui sont extrêmement importantes. L'impact vient 75% de l'impact vient des supporters. Hein, exactement. C'est ça 60% de notre bilan carbone aujourd'hui est représenté par les déplacements de nos supporters. Donc on a un vrai enjeu qui est environnemental, qui est social, qui est sociétal, parce qu'on en parlait, mais notre communauté est très diversifiée. On a un certain nombre de supporters qui ont des attentes, et des attentes qui sont plurielles, qui sont diverses. Et donc on doit y veiller et faire attention à l'image qu'on véhicule, mais aussi à l'impact qu'on a, notamment par exemple sur la métropole lilloise, où on est engagé avec des associations au niveau social, au niveau de l'enfance, au niveau de la santé. On sait que la région Nord-Pas-de-Calais, par exemple, est une des plus touchées par le cancer. Ouais, on va revenir là-dessus au chapitre, mais là, on va, avec à l'appui des illustrations, ça c'est effectivement, on va passer une par une les thématiques sur le réchauffement climatique.
vous travaillez avec des associations Univers Sport et Fondation de la Mer, et puis un programme de reforestation. Juste sur ces travaux-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ce partenariat avec ces assos? On initie depuis quelques années un travail sur ces sujets parce qu'ils sont extrêmement importants. Là, on est dans le calcul de notre empreinte carbone pour pouvoir mieux la réduire derrière. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels ce sera difficile de bouger, mais par exemple sur les déplacements de nos supporters, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une plateforme de covoiturage pour permettre de limiter cette empreinte-là. Effectivement, à côté de ça, là on parle de la plantation d'arbres parce qu'on a les photos, mais on a initié auprès de la Voie du Nord et de son programme 100 000 arbres pour demain une plantation d'arbres sur notre centre d'entraînement qui représente 43 hectares et qui a un beau domaine de biodiversité avec une faune et flore variée. Et donc on a décidé de planter 14 espèces d'arbres sur ce domaine-là. Ce n'est pas une manière de réduire notre empreinte parce que malheureusement ça ne représente rien en termes de réduction. Par contre, en termes de compensation, c'est voilà, tout ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense en plantant des arbres qui demain vont stocker du carbone, vont stabiliser les sols et permettre notamment par exemple de mieux préserver les nappes phréatiques. Donc voilà, c'est extrêmement important pour nous d'être engagés sur ces sujets-là, sur ce qu'on peut faire et aussi demain sur ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui mais qu'on fera demain. Engagé également sur la réduction du plastique dans le stade. Alors ici, on l'a tellement réduit le plastique qu'on n'a pas mis de bouteille d'eau et on ne vous a pas servi d'eau. On a les gobelets en carton, mais on n'a pas l'eau. Ah si, il y a une bouteille d'eau qui n'est pas en plastique. Voilà, ça va être difficile avec des gobelets. Voilà, ils sont utilisés. Si on peut approcher pour nos invités des gobelets. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, Pierre, sur la réduction du plastique, très concrètement, dans le stade? Je rebondis sur ce que disait Laurie, où la démarche RSE vient des collaborateurs. Nous, elle vient de la communauté, mais elle vient aussi de nos partenaires qui nous challengent là-dessus. Notamment, par exemple, la partie restauration sur notre stade, où aujourd'hui, on est engagé sur la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports, qui, lui, nous demande de réduire, de faire des efforts. On est un des seuls clubs qui l'a signé. Donc, on est engagé là-dessus jusqu'en 2024, et ensuite, on renouvellera probablement. Et auprès de nos partenaires, par exemple, on essaie d'avoir une alimentation plus locale. Donc on a déjà réussi en un an à diminuer de 50% l'apport extérieur de cette alimentation, ce qui n'est pas local. On a la réduction du plastique, l'utilisation d'éco-cups notamment. Et on a toute une série de mesures comme ça qui sont fixées dans les cahiers des charges et dans les appels d'offres qu'on met en place aujourd'hui auprès de nos prestataires pour réduire toutes les émissions carbone qui ne sont pas liées au déplacement des supporters. On cite là, mesdames, la charte du ministère des Sports. Y a-t-il avec le ministère de la Culture des choses similaires? Nous, on a aussi travaillé plutôt sur des chartes régionales. Et, par exemple, on a travaillé avec d'autres acteurs de la culture des Hauts-de-France, comme le Théâtre du Nord, et d'autres lieux comme l'aéronef, sur une charte autour du développement durable et qui a mené à la création d'une association justement autour du spectacle vivant et des établissements accueillants du public pour ceux qui s'engagent à se transformer sur leur modèle et sur la façon dont on gère des événements de façon plus responsable autour du spectacle vivant toujours. Deuxième, vous vouliez ajouter quelque chose, Julia, sur, non, mais sur la c'est juste charte? que c'est un bon exemple parce que Laurie le dit bien par rapport au spectacle vivant. C'est vrai que du coup, il existe une dynamique de groupe quelque part et je pense que c'est un peu ce qui va très fortement arriver avec les structures des arts visuels, en fait, les musées. Il y a déjà des musées comme le Palais des Beaux-Arts qui sont très engagés dans une démarche de développement durable et effectivement, je pense qu'on y reviendra, mais il est nécessaire en fait de construire des réseaux. On le disait aussi, la personne juste avant nous, en fait, elle évoquait cette nécessité de mutualiser les actions pour qu'elles deviennent concrètes et aussi plus faciles en fait à adopter. Donc l'exemple de l'opéra et des autres structures de spectacle vivant comme l'aéronef, d'ailleurs, qui le fait depuis longtemps, va certainement, je pense, être suivi. Nous, l'exemple que je montrais, mais c'est déjà un peu le cas, il y a beaucoup du mobilier qu'on utilise pour les expositions actuellement, qui est emprunté par d'autres musées. Il y a des échanges en fait qui se mettent en place. Des échanges qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, ces partenariats avec les musées de la région, ça se en fait, passe disons comment? qu'il faut davantage dynamiser ces possibilités en fait, et les rendre concrètes. Et je pense que c'est plus difficile au début, mais une fois que c'est fait, en fait, ça devient une évidence et du coup plus simple pour tout le monde. Est-ce qu'on s'est tout dit sur la réduction de l'impact environnemental qui était un peu notre premier chapitre? On a évoqué ce que vous vouliez, le nombre d'arbres plantés
à Luchin peut-être 680. 680 et puis des arbustes, des arbres et des arbustes. Hein, voilà. 80 arbres et 600 arbustes. Voilà, très exactement. Ça fait 680, les chiffres sont précis. Deuxième chapitre, l'inclusion et l'accessibilité. Vous pouvez poursuivre, Pierre, sur ce que vous mettez en place avec notamment 2 associations, Sport dans la ville et les enfants de la balle. On a des images aussi d'illustration. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'inclusion et d'accessibilité? Alors ça, c'est un peu plus facile pour nous par rapport à l'environnement. Et donc moi, challengeant en quelque sorte, sans pour autant minimiser ce qu'on fait sur ces sujets-là. Mais historiquement, le football a toujours été engagé auprès des associations locales parce que c'était plus simple. On parlait du réemploi par exemple. Un t-shirt de foot aujourd'hui qui est laissé à la fin de l'année dans notre équipe, c'est très facile de le donner à des associations parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fans de football, beaucoup de jeunes bénéficiaires d'associations qui aiment porter ce logo ou des équipements sportifs pour la pratique du sport. Et donc ça, c'est un peu plus facile pour nous, mais on est engagé depuis 2018 auprès de Sport dans la ville, qui est une association qui fait un formidable boulot d'insertion sociale auprès des jeunes en difficulté, mais aussi dans les quartiers. L'idée, c'est de pouvoir permettre, grâce au sport, à ces jeunes-là de vivre quelque chose de différent et d'aller jusqu'à la professionnalisation derrière. Donc découvrir et aller à la rencontre d'autres personnes, mais aussi derrière pouvoir s'engager dans la vie, trouver facilement du travail. Et à côté de ça, on est associé depuis, c'est très récent, depuis 1 an, avec les enfants de la balle, qui fait la même chose, mais l'insertion par le sport pour des enfants en situation de handicap mental. On a quelques images à suivre, Alicia, pour illustrer vos propos. Pierre, qu'est-ce qu'on a derrière? Tant qu'on en est sur les enfants de la balle. Voilà. Mais les enfants de la balle, eux, sont partis du constat que les enfants qui sont en situation de handicap mental, malheureusement aujourd'hui, ne sont pas intégrés au niveau de l'école. Et donc, ils cherchent un nouveau levier, qui est le sport, qui est un levier très simple parce que les enfants sont un peu différents quand ils pratiquent le sport. Et l'idée, c'est de pouvoir insérer ces enfants-là au sein d'un collectif. Et d'ailleurs, c'est prouvé, ça marche très bien. Et nous, on sait que le foot, c'est un sport très collectif. On a aujourd'hui des enfants qui s'intègrent mieux demain, sont plus ouverts, ont plus d'empathie grâce à l'insertion d'enfants au sein de leur collectif. Voilà pour l'inclusion et l'accessibilité du côté du LOSC. On va faire des présentations avec Delphine, chez vous, Laurie, chargée de la relation avec les publics et tous les publics. Un peu comme le disait Pierre, nous on a une activité aussi qui est basée aussi sur l'intérêt général et la culture, voilà, c'est quelque chose qui, au-delà de produire des spectacles, a un enjeu un peu plus large. Et notamment grâce à notre pôle des relations avec les publics, c'est pas celui-là. Alors qu'est-ce qu'on a comme image? C'est la vidéo qui présente Delphine. Il faut lancer le son ou pas? Il y a le son derrière? Je disais que c'est pas la bonne vidéo. C'est pas la bonne vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave, mais présentez-nous Delphine, chargée de relations avec les publics. À la chargée de relations avec les publics, voilà, le but c'est vraiment de favoriser l'accès à la culture pour tous, notamment via le biais de l'opéra. C'est pas juste faire venir les personnes, c'est surtout nous aller vers eux et faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux œuvres d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, on a énormément d'initiatives. Ça peut aller d'un dispositif, par exemple, qui s'appelle Fine Oreille, qui est un dispositif qui existe depuis 2015 à peu près et qui offre une pratique vocale à des enfants. Ce sont des chefs de chœur de chez nous qui vont dans des écoles, principalement issues de quartiers prioritaires. Et on essaye de s'élargir sur le Pas-de-Calais, sur la Picardie. Et toutes les semaines, ils vont avoir une pratique vocale qui est incluse dans leur parcours. Et à la fin, au même titre que des artistes, ils vont venir se produire sur les planches de l'opéra 2 fois pour faire un concert avec des musiciens. On va les traiter comme des artistes. Et on insiste sur la pratique vocale et collective aussi, parce que la pratique vocale et la musique, la culture, ça donne une confiance en soi, ça aide à se développer. Et quand on est un enfant, c'est quelque chose de très important. Et c'est via ces types de dispositifs qu'on parle de diversité, mais on a aussi les enjeux d'inclusion, notamment sur le handicap. Par exemple, nous, on veut rendre accessibles nos œuvres le plus possible, au-delà des questions d'accessibilité du bâtiment. Par exemple, on essaye d'innover. Vous savez, sur des opéras, il y a des surtitres qui peuvent être un petit peu loin quand on a des problèmes visuels. Donc, on a par exemple des visites tactiles qu'on peut faire en amont
pour que les personnes puissent appréhender le décor. On a aussi des lunettes connectées qui aident au surtitrage, mais aussi qui traduisent en différentes langues pour les personnes qui ne sont pas francophones. Donc voilà, c'est parmi toutes ces actions que le pôle de relations publiques dont Delphine fait partie, par exemple, qui est également référente développement durable, pousse au quotidien pour faire en sorte que la culture soit accessible pour tous via l'opéra et via l'Opéra de Lille. Avec également, vous investissez des quartiers prioritaires, une dizaine de quartiers prioritaires, donc vous allez à la rencontre des publics. Une précision là-dessus? Ouais, c'est le dispositif Fine-Oreille, justement, qui permet... On a choisi les quartiers prioritaires, mais pas que, parce qu'on ne veut pas faire des groupes d'enfants issus de quartiers prioritaires. C'est vraiment 350 enfants, principalement issus de quartiers prioritaires, puisque ce sont eux qui sont le plus éloignés du milieu de la culture, mais on a sélectionné aussi des quartiers dits favorisés, pour que sur scène, tous les enfants se retrouvent au même endroit avec un objectif commun. Et c'est ça qui fait la force en fait de ce dispositif Fine-Oreille, qui n'est pas simplement un projet. On a vraiment 3 personnes qui travaillent dessus. C'est une équipe Fine-Oreille qui est là-dessus. Et c'est parmi ce type d'action-là qu'on peut faire avancer les choses de façon globale autour de la RSE. Également un salarié spécialiste de la langue des signes. C'est ça. Et on a aussi, dans les plans de formation, on inclut, selon les besoins et les désirs des collaborateurs, des formations autour de ces sujets-là. Donc Delphine, par exemple, est formée à la langue des signes française aussi. Tout ceci sous la houlette de votre responsable des ressources humaines, Amélie, qui se veut être un employeur responsable. Est-ce qu'on a des images d'Amélie? Oui, je pense. Voilà, on va découvrir Amélie. Et oui, voilà, c'est dans notre 3e volet, au-delà de la réduction de l'impact environnemental et d'être un opéra pour tous, on a évidemment la volonté d'être un employeur responsable, puisque malgré tout, on emploie des personnes, des salariés permanents, des agents d'accueil, on a aussi des artistes, des intermittents. Et c'est un secteur qui peut être un peu particulier aussi en termes de travail, donc on essaye d'être au maximum un employeur responsable sur la qualité de vie au travail, mais aussi sur l'inclusion et la diversité. Donc, par exemple, Amélie, notre responsable des ressources humaines, a été formée et est référente handicap maintenant, formée par la GFIP. Et la GFIP nous a aussi accompagnés pour faire un plan d'action et la mise en place d'une démarche autour du handicap pour accélérer les choses, pour favoriser l'emploi de personnes à handicap, pour montrer aussi que nos métiers sont accessibles et aussi encourager les salariés qui pourraient être atteints d'un handicap à le déclarer. C'est important pour montrer qu'ils sont accompagnés, qu'on est là pour eux et qu'il y a des dispositifs qui existent. Vous faites régulièrement appel à des entreprises du travail adapté et on note également que 100% des salariés sont sensibilisés à la lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Un autre pan de la RSE à l'Opéra de Lille. Pour vous, Julia, l'inclusion, l'accessibilité, elle se résume et est symbolisée par une des salles qui s'appelle la Véranda, qu'on a en image normalement à suivre. On va y aller tranquillement. Peut-être qu'on n'a pas bien calé les médias. Mais voilà la Véranda, magnifique, la voici. Effectivement, j'en profite pour citer, comme Delphine à l'Opéra, Alice à l'Institut qui est responsable de la transmission et qui effectivement attache à la question de l'accessibilité, de l'inclusion une importance toute particulière. Là, ce qu'on voit en fait, c'est la Véranda qui est une salle dédiée à d'autres ressources qui nous permettent en fait d'aller plus loin dans la visite des expositions. Les photos qu'on voit au mur tout au fond de la photo, ce sont en fait des photographies qui sont issues des expositions qu'on présente, qui sont audio-décrites. Justement pour un public malvoyant, ça peut paraître bizarre, mais oui, on invite les malvoyants à venir visiter l'Institut, à découvrir les photographies quand même. Et juste à côté, en fait, il y a une vidéo qui filme toutes les expositions qui sont au premier étage, puisque comme notre bâtiment n'est pas encore rénové, effectivement, on ne peut pas accéder au premier étage avec un ascenseur. Mais du coup, en fait, on essaye de mettre en place tout un tas d'actions, en fait, qui du coup permettent à tout le monde, en fait, d'avoir une visite le plus agréable possible. On a réalisé une sensory map, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un plan
développer un peu plus avec une attention pour toutes les salles qui auraient une luminosité particulière, celles qui sont noires, celles qui sont trop éclairées, là où il y a la lumière du jour, là où il y a des sons qui seraient trop forts. L'idée étant à l'origine de toutes ces actions et toutes ces ressources supplémentaires, c'est non pas d'aller vers un public spécifique ou un handicap en particulier, mais c'est d'avoir davantage de clés de visite et qui du coup s'adresse quelque part à tous les publics, ce qui est quelque chose d'assez important, je pense, cette transversalité dans l'accessibilité. Nous, on sait bien, une exposition photo peut paraître bizarre, particulière, enfin, en tout cas pas commune, alors qu'en fait, évidemment, n'importe quelle exposition qui a lieu à l'Institut s'adresse évidemment à tout le monde, mais on sait qu'en fait, il est nécessaire de faire un peu plus pour que justement cet a priori soit un peu cassé. Évidemment que tout le monde peut venir visiter les photographies et nous, c'est notre devoir, encore par rapport à cette idée d'intérêt général, de rendre accessibles en fait les photographies, les expositions, les propos à toutes sortes de publics. Avec notamment de l'audio-description, vous l'avez compris, pour la compréhension et l'analyse des images. En fait, c'est vraiment des images. Photographies décrites pour qu'on puisse les voir avec les oreilles, quoi. Voilà pour l'accessibilité au sein de cette salle qui s'appelle la Véranda à l'Institut de la photographie de Lille. D'autres actions au LOSC sur la santé et l'enfance. Cette fois, c'est votre troisième chapitre, troisième champ de responsabilité. Pierre, avec cette fois un partenariat avec le Centre Oscar Lambret depuis 2018. Racontez-nous ça, ce que vous mettez en place. On voit des images là. Pour mettre en perspective, on a créé en 2020 un fonds de dotation qui appuie toutes nos actions auprès de ces associations-là. C'est vrai que je ne parlais pas de notre engagement auprès des associations, je parlais plutôt des associations. Mais en fait, notre rôle en tant que club et auprès de notre communauté, c'est de pouvoir offrir des moments qui sont un peu exceptionnels, qui sortent un peu du commun pour ces enfants-là, donc les associations dont je parlais. Et spécifiquement sur le domaine de la santé et l'enfance, on est engagé depuis 2018 auprès du Centre Oscar Lambret, qui est le centre de lutte régional contre le cancer. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir aux enfants qui sont soignés au centre, peu importe la période de la maladie qu'ils subissent, un moment différent et qui leur permette de sortir de ce cadre de la maladie. En général, on retrouve des supporters, mais pas forcément des supporters aussi. Des gens en tout cas qui vont découvrir quelque chose d'autre, quelque chose de différent, grâce à nos joueurs, grâce au moment qu'on leur offre au stade, au domaine de Luchin, notre centre d'entraînement. Mais l'idée, c'est les associations qu'on soutient. On ne sait pas faire leur travail parce que nous, c'est du football qu'on fait, c'est notre activité. Par contre, c'est comment, grâce aux moyens qu'on a financiers, matériels, grâce à la notoriété aussi qu'on a, comment est-ce qu'on peut mettre en avant et permettre à ces associations, le Centre Oscar Lambret et les autres structures qu'on soutient, je pense notamment à la GSS de UDAF qui est spécialisée dans la protection de l'enfance, de pouvoir développer leurs activités et être encore plus agiles, flexibles et accompagner un maximum de monde demain grâce à notre soutien. Puis il y a également cette course, la LOSC Run Solidaire, en 2 mots. C'est une petite nouveauté, on l'a créée, on a fait la première édition en novembre. L'idée, c'est de rassembler notre communauté. On parlait d'une grande communauté. Notre idée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut la mobiliser sur des causes sociales caritatives. Et donc, on a organisé la LOSC Run Solidaire, qui est une course essentiellement sur le domaine de Luchin, notre centre d'entraînement, qui fait 8 km et qui est aussi ouverte aux enfants, à tout âge d'ailleurs, toute catégorie. Je pense notamment aux Joëlettes qui étaient là aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une Joëlette, mais bien sûr. C'est pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas courir, en tout cas, de pouvoir participer à la course. Et donc, on a rassemblé 2500 personnes, récolté 18 000 € qu'on a reversé pour la recherche contre le cancer. Je crois qu'on n'est pas la photo, mais la Joëlette, effectivement, une personne en situation de handicap et puis 2 personnes à l'avant, une personne à l'arrière qui stabilisent pour faire vivre des sensations aux enfants en situation de handicap. On espère réunir de nouveau notre communauté autour de choses comme celle-ci. On rappelle la date ? La 2e édition aura lieu le 10 septembre 2023. Très bien, la date est notée. Tout à l'heure, mesdames, monsieur, notre premier intervenant pour celles et ceux qui étaient là à 16h10, quand on a commencé, Xavier Parenteau disait que le responsable RSE, vous êtes tous les deux, Pierre, Laurie, responsable RSE, vous êtes à la com, Julia, mais bon, c'est presque pareil. En tout cas, vous représentez votre collègue de la RSE. Xavier dit on est chef d'orchestre, on embarque avec nous les salariés, les collègues, etc. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous sentez, Laurie, Julia, Pierre, chef d'orchestre pour embarquer
les parties prenantes, l'interne, l'externe, etc. Votre sentiment là-dessus? Bon, c'est vrai que forcément, c'est une métaphore qui nous parle. Mais oui, c'est totalement ça, puisque l'idée, c'est que quand on est chargé de RSE, je ne suis absolument pas experte du bâtiment. Je ne suis absolument pas électricienne, ni accessoiriste, ni responsable des achats, et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'apporter un soutien et d'accompagner toutes ces expertises et tous ces métiers qui sont très précieux dans la mise en place de projets et de pratiques qui sont en lien avec notre politique et de développement durable social et aussi en tant qu'employeur responsable. Et c'est aussi créer du lien entre toutes ces professions qui se rassembleront toujours à un moment donné. Typiquement, par exemple, si on prend, comme disait tout à l'heure Pierre, nous aussi on a l'enjeu de la mobilité. La mobilité des publics, par exemple, ça touchera effectivement le côté réduction de l'impact environnemental, puisque c'est l'enjeu, c'est la venue de nos spectateurs. Mais on a un rôle à jouer aussi autour de nos publics et faire en sorte que ça soit quand même accessible, prendre en compte les besoins de tous, l'aspect sécurité, puisque nos spectacles finissent potentiellement tard. Donc cette initiative de mobilité des publics, ça ne touchera pas que la réduction de l'impact environnemental ou un aspect social ou sociétal, ce sera vraiment les deux. Et donc faire en sorte que tout le monde se comprenne et se coordonne là-dessus, c'est vraiment notre travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le gère et qu'il faut le gérer pour ne pas partir dans un peu tous les sens et ne pas aussi se focaliser que sur une thématique qui sera incomplète si on ne prend pas en compte tous les aspects de la RSE. La RSE, effectivement, on l'a compris, un sujet non pas en silo, en cheminée, mais un sujet transverse. Julia, Pierre, Julia, pour commencer sur ce rôle de chef d'orchestre. Non, en fait, je trouve c'est intéressant de faire la comparaison parce que l'Institut est une structure beaucoup plus petite que l'Opéra de Lille, évidemment que le LOSC. Mais du coup, chez nous, par exemple, on n'a pas de responsable RSE à proprement parler. C'est la responsable de la production des expositions qui endosse un peu ce rôle de chef d'orchestre en ce qui concerne toutes les questions RSE. Et peut-être, ça viendra à terme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre justement cette démarche à un moment qui est très important pour nous, puisqu'on écrit en fait le projet scientifique et culturel. On appelle ça comme ça, c'est un peu le projet du lieu pour les musées en fait. C'est une appellation qui vient du ministère de la Culture. Et du coup, on a décidé effectivement d'intégrer le développement durable vraiment à l'écriture du projet à terme de l'Institut, de manière plus globale. Et on l'a inséré au même titre que le numérique et que l'accessibilité, justement. C'est vraiment les trois, on va dire, fils rouges qui doivent être transversaux aux autres sujets, on va dire, qui sont fondateurs pour nous, la conservation, les expositions, etc. Pierre Olosque, le chef d'orchestre, c'est qui? C'est le président? C'est le manager général de l'équipe pro? Ou c'est monsieur RSE? C'est un peu à l'image de toutes les entreprises. Si demain on veut que la RSE soit impactante et aille plus loin, il faut que la direction impulse. Et ça, c'est absolument nécessaire. Même si les collaborateurs le veulent, c'est toujours la présidence qui impulse. Et dans le football, encore plus quand on sait que les présidents ont un poids extrêmement important. Le nôtre, quand il est arrivé en 2021, Olivier Létang, a fixé dans sa stratégie 3 axes: le pilier sportif, le pilier économique et le pilier sociétal. Et donc on a vraiment cette démarche qui vient du président directement. Il faut savoir que, et je pense que c'est la même chose pour vous, mais quand on organise des événements, on peut demander aux collaborateurs de s'engager sur la RSE, mais ce ne sont pas leurs missions. Leurs missions principales, elles sont différentes. Et donc il faut vraiment que ça vienne de manière intelligente, sans perturber vraiment leur activité, mais en les engageant quand même, parce que ça vient d'eux. Et même si effectivement on pilote, il faut que tous soient engagés pour réussir in fine à aller dans vers l'objectif qu'on se fixe. C'est quoi? C'est un stylier de la RSE dans tous les sujets, l'idée? L'idée, c'est ça. Je pense notamment, par exemple, à la construction d'un nouveau terrain de foot qu'on a eu récemment sur le domaine de Luchin. Notre activité implique qu'on crée et qu'on développe aussi au niveau de nos équipes. On a une équipe féminine notamment qui va peut-être monter en Division 1 l'année prochaine et qui a besoin d'un terrain sur le domaine de Luchin. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans la création de ce terrain de foot, on a les personnes qui sont en charge de la conception, qui imaginent déjà comment est-ce que ce terrain peut être responsable et limiter au maximum son empreinte demain. Typiquement, on va le faire en synthétique et il faut que ce ne soit plus des billes de pneus qui étaient utilisées auparavant dans le football, mais que ce soit par exemple de l'amidon ou des choses qui ne sont pas mauvaises pour la planète. Quand on construit la tribune,
on a, et ça ne vient pas du tout de la RSE, et c'est pour ça que j'en suis content, d'un collaborateur qui avait proposé des niches à insectes, par exemple, implantées dans une des tribunes pour permettre justement à la biodiversité de continuer de se développer. On est encore un petit quart d'heure ensemble, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à préparer vos questions pour nos invités qui sont à votre disposition. On a voulu des choses concrètes à l'appui d'images qui illustrent ce que les uns et les autres mettent en place. On va parler mesure de ce que vous faites. Est-ce que vous mesurez les choses? Est-ce qu'il y a un point de départ en début d'année 2023? Est-ce qu'il y aura un point d'arrivée en fin d'année 2023? Comment vous mesurez vos actions? Qui veut commencer? Allez-y, comme vous voulez. Je vais peut-être commencer parce que ce sera des mesures beaucoup plus petites. Nous, on ne mesure pas énormément, mais quand on a décidé de commencer vraiment à réfléchir, à intégrer le développement durable dans tout ce qu'on était en train de faire, on a fait un inventaire déjà de tout ce qu'on pouvait produire, de ce que ça signifiait en fait en termes de... à la production, en tout cas, ils mesurent beaucoup combien de surfaces d'exposition, combien de mètres linéaires de simèse, quel type de papier pour imprimer les photographies. Enfin, ils ont surtout beaucoup mesuré ce qu'on fait à la communication, en fait. Combien de dépliants, combien de flyers, pourquoi faire du numérique, est-ce qu'il faut remplacer le papier par le numérique, etc. Là, j'ai pas vraiment de chiffres à vous donner. Enfin, en tout cas, je pense que ça serait pas significatif. Mais ce qui est un peu dans la suite de ce qu'on disait juste avant, c'est que il est très intéressant quand on commence à partager justement ces valeurs-là et ces objectifs. Parce que du coup, d'emblée, tous les salariés commencent quelque part à mesurer. En fait, si avant, on ne se posait pas véritablement la question et on était un peu dans notre objectif, il faut qu'on communique le plus possible, bah maintenant, en fait, on sait que la question a déjà changé. En fait. C'est comment on communique autrement. Comment on communique tout en essayant d'atteindre nos objectifs de la com, mais en respectant, en fait, un objectif plus général de développement durable, d'intérêt pour, avant tout, les entreprises d'ici. Et du coup, c'est assez intéressant en fait. Mais du coup, on calcule peut-être pas trop, mais peut-être que vous avez des questions de mesures plus précises. Alors, moi, la question était plus générale. Est-ce que vous mesurez vos actions? Est-ce que l'un d'entre vous va sortir un bilan prochainement? C'est Pierre au LOSC. Alors, ce serait risqué parce que très peu de clubs le font aujourd'hui. Pionnier, y compris sur le bilan carbone, on sait que c'est un enjeu fort. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique en septembre sur les transports du Paris Saint-Germain. Mais ça avait fait un sacré tollé et on est tous un peu touchés par ça parce qu'on est... Vous parlez des vols en jet privé peut-être? Oui, des vols en avion tout simplement pour des distances qui sont très courtes. Aujourd'hui, on a effectivement cette difficulté à être irréprochable et on ne le saura pas tout de suite, ça c'est certain. Par contre, on a mis en place une série d'indicateurs. Alors nous, on a de la chance, on a signé la charte des 15 engagements éco-responsables, donc on s'y fixe. Et en 2024, par exemple, on doit avoir réduit de 90% l'utilisation du plastique dans le stade. On doit avoir 50% de notre alimentation qui est locale, ce qui est déjà le cas, donc on est plutôt content. Il y a une série d'objectifs qu'on a déjà remplis, d'autres qu'on aura un peu plus de mal à avoir, qu'on parviendra à remplir. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir d'aller le plus loin possible. Sur le bilan carbone, on ne sait pas demain si on doit diffuser ou pas parce qu'on sait que les clubs aujourd'hui sont assez frileux là-dessus. Il n'y a que 13 clubs à ma connaissance professionnels qui sont engagés sur cette démarche-là, ce qui est déjà très peu pour 40 clubs professionnels. Donc on sait que c'est un sujet qui est extrêmement tabou dans le football et l'idée c'est de le rendre moins tabou et de faire en sorte demain de pouvoir diffuser effectivement nos indicateurs. Donc nous on a mis en place un certain nombre d'indicateurs sur chaque activité. Exemple concret? Exemple concret, je parlais de l'alimentation qui est plus locale. La luminothérapie, par exemple, de nos terrains qui est utilisée, qui est aujourd'hui moins utilisée. On ouvre les lumières pour le stade 1h30 seulement avant un match. Avant, c'était 5 heures. C'était une obligation réglementaire. Aujourd'hui, nous, on le fait, mais de toute façon, les autres clubs le font aussi. Quoi d'autre comme indicateur que je peux vous donner ? J'en ai pas en tête. Déjà pas mal de 3 indicateurs. Laurie, vous suivez des choses. Comment vous mesurez vos actions? On a plusieurs échelles. Déjà, on a les outils. On a la chance d'avoir des outils, par exemple, comme le bilan carbone qu'on a fait l'année dernière, qui nous a donné des bons chiffres. On a la chance aussi de travailler. On est adhérent du collectif Arviva qui travaille sur les arts vivants et l'art durable, qui a sorti un outil de calculateur d'empreinte environnementale
Et nous, on l'utilise pour... on est en train de l'expérimenter par production, donc pour savoir une production, ce que ça produit, ce que ça a généré, quels ont été les impacts sur la biodiversité et en termes aussi de kilocarbone. Mais on sait aussi créer un outil de suivi de notre performance de développement durable. Donc pas de performance sur une action ou sur l'opéra globalement, mais un outil de performance développement durable qu'on a en fait simplement structuré sur nos 3 enjeux qu'on a dit tout à l'heure, la réduction de l'impact environnemental, l'opéra pour tous et l'employeur responsable, sur des enjeux qu'on a identifiés prioritaires. Donc ça peut être la production, ça peut être l'énergie, ça peut être les achats responsables. Et ce sont des objectifs c'est un outil qu'on a voulu faire simplement pour savoir où on en était, c'est important pour savoir ce qu'on peut faire de plus. Et ce sont des outils qui sont très classiques, mais qui nécessitent une récolte de données importante. Par exemple, sur l'énergie, ce sera facile, ce sera notre suivi de consommation, la consommation des fluides. On va se donner un objectif à 4 ans. Ensuite, si c'est la production, ce sera le taux de décors qui ont été donnés ou réemployés sur le taux de décors qui ont été produits. Ce sont tous ces types d'indicateurs. Il y en a énormément. Je ne saurais pas vous dire combien exactement, il faudra qu'on les compte, mais on a en tout plus de 10 enjeux, 10 prioritaires sur nos 3 axes. Donc, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur justement pour aller encore plus loin dans nos démarches. Est-ce que vous avez des questions à nos invités? Mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Madame, ici, je vais prendre un micro, je vais donner le mien. Voilà. Je vous invite à vous lever, à vous présenter. Regardez, la caméra est ici. Levez-vous. Voilà, regardez, hop. Le point rouge va s'allumer, vous présentez, vous retournez poser votre question à nos invités. C'est à vous. Bonsoir Christine Masse. Alors, j'avais une question à poser. En fait, ça s'adresse pour tous. Vous parlez en fait d'indicateurs qui sont mis en place, dont par exemple les 80%, l'objectif de l'émission. 90% de réduction du plastique. Voilà, exactement. Alors, vous avez tous vos indicateurs, mais comment vous les déterminez, ces indicateurs? Comment vous vous êtes dit, je veux réduire de 80% mon empreinte? On n'a pas fixé de stratégie avec des objectifs très clairs. Comme je vous le disais, on a signé la charte des 15 engagements éco-responsables et c'est très très large, hein. On va de l'inclusion jusqu'à l'éco-responsabilité. Mais ces 15 engagements-là sont déjà très engageants, pour répéter le terme. Donc on se base sur ces choses-là qui sont déjà très concrètes. Et ensuite, on a des choses qui viennent naturellement. Typiquement, je prends l'exemple de l'utilisation du bus. C'est quelque chose qui était fixé dans le football. Quand on se déplaçait à l'extérieur sur un match pour rencontrer l'adversaire, on descendait notre bus de Lille jusque par exemple Nice pour représenter le club, l'image, etc. Ce qui représentait une émission carbone complètement inutile. Et aujourd'hui, on est un des clubs, parce qu'il en reste encore beaucoup malheureusement, qui a décidé de supprimer l'utilisation de ce bus sur place. Et on a décidé que l'équipe se rendait directement de l'aéroport au stade avec un bus local pour éviter cette émission-là. Donc les objectifs, ils se fixent un peu naturellement et en fonction de l'évolution aussi réglementaire. Je pense au décret tertiaire, je pense à ces choses-là qui naissent au fur et à mesure. On est dans un domaine qui est extrêmement récent. Nous, la création de postes correspond à la prise de fonction de notre président il y a 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très récent et au fur et à mesure, on a des indicateurs qui naissent, mais on n'a pas une liste figée, hormis la charte des 15 engagements éco-responsables dont je vous ai parlé. D'accord, ok. Moi, je vais laisser peut-être Laurie préciser, parce qu'il y a quand même des chartes auxquelles on peut faire référence, ça va être pour fixer les objectifs. Après, ça peut être aussi, moi, je suis assez d'accord, en discutant en fait, en se mettant d'accord, c'est bien à la fois une part de stratégie générale, mais par exemple, nous, sur les expositions que vous pouvez voir actuellement, c'est vraiment notre responsable de la production qui est en charge du développement durable qui a dit « je veux que ce soit un 100% réemploi ». Et elle a mis le veto pour que ce soit autrement en fait. Et du coup, mais ce qui veut dire aussi accepter, c'est quelque chose que je voulais dire aussi, de faire moins en fait. Derrière la notion de développement durable, il faut intégrer avant tout l'idée de dire il faudra renoncer quelque part à quelque chose en fait. Et c'est vraiment la qualité plutôt que la quantité, ce qui est quand même un vrai exercice en fait difficile. Mais à partir du moment où on savait qu'il fallait faire comme ça, on s'y est un peu plié et on l'a rendu possible. Si vous allez visiter l'Institut, vous verrez aujourd'hui qu'il est très très loin du musée clinquant, merveilleux, tout blanc, avec un mobilier design.
Non, mais c'est très très sobre. Parfois les meubles ils sont vieux, vétustes. Ça fait partie du jeu. C'est un vrai choix assumé. Mais il faut du coup que ce soit assumé et souhaité en interne très très fort, j'ai envie de dire. Et effectivement, il y a un cadre réglementaire qui nous aide dans certaines décisions quant à la mise en place de nos indicateurs. Il y a aussi la question de la veille. Encore une fois, on le répète, mais on n'est pas tout seul. Il existe d'autres maisons similaires aux nôtres au niveau national, au niveau international. La notion de veille, en tout cas, sur nos postes est importante pour voir ce qui peut se faire, ce qui est possible, ce qui se fait. Se faire accompagner aussi, demander des avis. Et comme disaient Pierre et Julia, en fait, c'est des discussions. Typiquement, nous, on a réduit de 40% notre consommation de chauffage. On ne va pas se mettre un objectif de réduction de 50%, sauf si on se dit qu'on ne met plus de chauffage et du coup, on ne travaille plus. Mais voilà, c'est aussi la connaissance de notre activité, la connaissance des personnes avec lesquelles on travaille. C'est la connaissance de tous ces enjeux sur le secteur, mais aussi sur ce qui se passe autour de notre écosystème qui fait qu'on va réussir à définir nos objectifs. Il n'y a pas une solution, c'est vraiment l'addition de toutes ces choses et c'est ça qui rend la chose très complexe. C'est d'être réel aussi sur ce qui se passe et de notre activité. Enfin voilà, il faut qu'on ralentisse, mais il faut quand même qu'on continue à vivre. Et c'est comme ça qu'on essaye de trouver un équilibre dans la définition de nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. D'autres remarques, d'autres questions? N'hésitez pas. C'est bon, tout va bien pour vous? Bien, dernier tour de piste, si vous voulez bien, sur les conseils, les tips que vous pourriez donner à celles et ceux qui commencent en RSE. Je ne sais pas par quoi commencer, etc. Vous, Julia, la politique des petits pas besoin de se mettre des objectifs très très élevés. On commence doucement et on crante. C'est un peu ça l'idée. Bah oui, parce qu'effectivement, nous, on aurait pu, étant donné qu'on est en train de construire le projet de la structure, on aurait pu se dire, bah ok, déjà, on se concentre sur ce que va devenir l'Institut et puis on s'occupe après du développement durable. Et en fait, on s'est dit, non. Et surtout aussi, toutes les personnes qu'on a consultées, chemin faisant, ils nous ont dit, non, c'est l'inverse. Il faut déjà commencer. Et c'est vrai que depuis 1 an, je dirais, qu'on a commencé à vraiment intégrer cette notion. Bah, en fait, on a déjà fait des énormes progrès, en fait. Et c'est peut-être le plus gros, en fait. Le plus grand pas, c'est de dire, allez, on commence. On commence et on n'a pas peur. Tout ce qu'on fera déjà, ce sera déjà des petites choses importantes, en fait. Ce sera déjà très bien. Pierre, Laurie, un tips, un dernier mot? Je vais rebondir sur ce que disaient Laurie et même Julia, sur l'échange des bonnes pratiques et les discussions. C'est quelque chose qui permet aujourd'hui d'avancer. On parlait de la mutualisation au départ, mais effectivement, entre structures, ne pas hésiter à aller sonder les collègues et les homologues sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, on découvre toujours des choses qui sont faites ailleurs et qu'on pourrait faire et qui sont souvent des bonnes idées. Voilà, benchmarker, comme on dit, aller voir ce qui se fait ailleurs. C'était l'occasion, tous les trois aujourd'hui, sur ce plateau, au-delà de vous adresser à notre public, c'est de vous inspirer les uns les autres. Laurie? Souvent, on pose la question de comment on lance une démarche RSE, comment on se lance, par où on commence. Et en fait, il faut commencer par son activité. C'est ça qui va faire et qui va régir une démarche RSE. C'est vraiment en fonction de ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'aller réinventer des choses et des initiatives ou des projets qui pourraient être un peu loin de ce qui est fait au sein de nos activités. Et de toute façon, ça va être très facilitant après de trouver déjà les bonnes pratiques qui sont déjà mises en place, parce que des fois, on ne s'en rend pas toujours compte au sein d'une structure, et de partir de là, voir quelles sont les étapes suivantes. Et le deuxième vrai conseil, encore une fois, c'est de ne pas tout faire tout seul. Réinventer des outils alors qu'ils existent déjà, ce serait bien dommage qu'ils existent. Et je suis sûre qu'il y aurait des outils que nous, on pourrait utiliser qui appartiennent à des entreprises privées, comme au domaine du sport, comme au domaine de la culture, de la photographie. Et c'est ça qui fait avancer les choses et qui fait qu'on recommencera pas à chaque fois sur les mêmes sujets et qu'on pourra justement enrichir en fait les choses qui existent déjà avec nos activités. Donc je suis sûr que vous allez poursuivre vos échanges à l'issue de cette table ronde qu'on va conclure à l'instant. Merci à tous les trois. Giulia Franchino et son bel accent italien, mesdames et messieurs de l'Institut de la photographie, Pierre Daël du LOSC et Laurie Ourrier de l'Opéra de Lille. On parlait d'exemplarité des événements.
Bravo effectivement à tous les trois. Regardez, meubles recyclés, gobelets et pas de bouteilles en plastique. Et puis une équipe locale pour produire cet événement, les amis, ici au cadrage, à la régie des locaux Alive Event. Merci Alicia en coulisses, notre topeuse et nos amis du son et de la lumière. C'est comme ça qu'on fait tourner aussi des événements. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'être venus nous voir pour cette séquence événementielle parrainée par Lille Events et l'Unimev. Et puis n'oubliez pas, dans une demi-heure très précisément, ici même, la remise des trophées comme en or. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.